Le bateau ressemble déjà à une épave. La coque est rongée par la rouille, il penche dangereusement entre les vagues, son moteur diesel semble à bout de souffle et crache une fumée noire lourde. Les hommes, les femmes et les enfants qui sont entassés à bord sont affamés, épuisés, apeurés. Ils sont malades. Les corps sont brûlés par le soleil. Les enfants sont couverts d'eczéma. Ils tendent les bras vers les caméras, ils implorent à l'aide, ils pleurent, ils hurlent leur désespoir. D'autres bateaux s'approchent. Ce sont des gardes-côtes. Ils ne sont pas là pour les aider, pour les secourir, non. Ils les repoussent. On veut pas de vous ici. On a déjà donné. Allez mourir ailleurs. Podcast Story. 1978. Ces images insupportables de réfugiés condamnés à mourir en mer envahissent les écrans des télévisions en Europe et aux États-Unis. Le drame se déroule en mer de Chine. Depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975, des dictatures communistes se sont établies au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Au Cambodge, la situation est particulièrement dramatique. Le régime de Pol Pot et de ses Khmers rouges est impitoyable. Des centaines de milliers de Cambodgiens sont emprisonnés, déportés dans des camps, torturés, tués. On parle d'1,5 million, voire 2 millions de morts. Un tiers de la population. Un massacre, qualifié désormais de génocide. Et les peuples fuient. Des réseaux de passeurs vendent à prix d'or des places sur des barcasses. Des vieux bateaux de pêcheurs en bois pas équipés pour affronter la pleine mer. Chaque mois, des dizaines de milliers de personnes montent sur ces rafiaux et débarquent en Malaisie, en Indonésie, même en Australie. Ils sont de plus en plus nombreux. Trop nombreux. 2000 par jour, rien qu'en Malaisie. Alors on finit par les refouler. Que voulez-vous ? On peut pas accueillir toute la misère du monde. Allez mourir ailleurs. Les réfugiés sont décimés par les tempêtes, la faim, la soif, les maladies, et les pirates qui les dépouillent, les violent et les tuent. Difficile de connaître le nombre de victimes, mais la mer de Chine se transforme en cimetière. 200, 300, peut-être 400 000 morts. Ce sont les chiffres qui circulent aujourd'hui. À Paris, Bernard Kouchner découvre, comme tout le monde, les images de la tragédie. Il est médecin, il n'a pas encore 40 ans, mais il a participé quelques années plus tôt à la création de Médecins sans frontières. Après avoir fait plusieurs voyages sur le terrain au Biafra et en Jordanie, Kouchner est ulcéré par ce qu'il voit. Comment pouvons-nous laisser mourir ces innocents ? Comment pouvons-nous supporter de les regarder agoniser sur les écrans de nos télévisions en sirotant un whisky dans notre canapé ? Il faut agir. Il connaît du monde, Kouchner. Il fait partie d'une élite intellectuelle de gauche issue des combats idéologiques de mai 68. Il s'est fait une place et il sait qui appeler. Il rallie à la cause André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Yves Montand, Simone Signoret, Michel Rocard, Michel Foucault. Intellectuels, politiques, écrivains, acteurs, Kouchner les mobilise autour de l'opération « Un bateau pour le Vietnam ». L'idée est très simple, on trouve de l'argent, on trouve un bateau et on va sauver tous ces gens. Au début, ce n'est pas évident, Kouchner n'a pas que des amis. Il est en pleine querelle en ce moment avec Médecins sans frontières, avec qui il fait scission pour fonder Médecins du monde. Et depuis quelque temps, on raconte de basses manœuvres politiques et des guerres d'ego. La presse française ne lui fait pas de cadeau. On parle d'un opportuniste, un humanitaire de salon. Il gagne le sobriquet de Kouchner, un tiers-mondiste, deux tiers-mondains. Mais il tient bon. Les Français suivent. On se moque de Kouchner et de ses motivations, mais les images sont là. Et chaque soir, dans le journal de 20 heures qu'à l'époque on suit religieusement en famille, chaque soir on regarde l'horreur que vivent ceux que l'on nomme désormais les boat people. L'émotion gagne le pays, Kouchner a une partie des intellectuels avec lui, il sent qu'il peut aussi compter sur le peuple. Il faut trouver de l'argent et un bateau, et ce bateau, on va le transformer en navire-hôpital, aller sur place et secourir un maximum de gens. Et on va faire ça vite. Bernard Kouchner est devant une carte du monde. Bon, dans la pratique, on fait comment ? Imaginons qu'on trouve un bateau ici, en France. Entre le port du Havre et la mer de Chine, il faut compter 40 jours de mer. Trop loin, trop long, trop cher.
Kouchner cherche une solution. Il regarde le monde, il regarde l'Asie, le Vietnam est là, le Laos à l'ouest, en dessous il y a le Cambodge. Son regard descend, Singapour, l'Indonésie, l'Australie. Et là, un peu plus à l'est, c'est quoi ce petit drapeau français là? Mais bien sûr, c'est la Nouvelle-Calédonie. La terre française la plus proche de la mer de Chine, c'est la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. C'est pas le Havre. Kouchner s'approche de la carte, son doigt refait le voyage dans l'autre sens. De Nouvelle-Calédonie, on contourne l'Australie par le nord, on va à Singapour, on remonte et on arrive en Malaisie, où les réfugiés sont refoulés, et ensuite c'est la mer de Chine. Le médecin se plonge dans des atlas, il calcule rapidement, 15 jours de voyage seulement. C'est en Nouvelle-Calédonie qu'il faut trouver un bateau, c'est de là-bas qu'il faut partir. Et Bernard Kouchner ressort son calepin et son téléphone. Il appelle le ministre des Outre-mer de l'époque, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, des secrétaires d'État, et tout le monde approuve l'idée, on le suit. Et il se trouve que Paul Djidou, c'est un politicien plusieurs fois ministre, proche de Jacques Chirac et du président Valéry Giscard d'Estaing. Paul Djidou, donc, est justement en visite à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il est informé du projet et il le défend sur place. Politiquement, l'affaire est bordée, on a les soutiens nécessaires. Il faut maintenant trouver un armateur. Un armateur qui pourrait, tenez-vous bien, 1. Transformer un bateau en hôpital flottant, 2. L'envoyer quelque part en mer de Chine, 3. Pour une durée indéterminée, 4. Sauver des milliers de réfugiés, et ce, grâce à une bande d'intellos parisiens. Pas facile à vendre. Les armateurs refusent les uns après les autres, jusqu'à un dénommé Michel Cordier. C'est lui, le prochain héros de l'histoire. Michel Cordier possède la compagnie des chargeurs calédoniens. Il fait du fret dans la région, Vanuatu, île Salomon, Australie. Il possède un bateau qui pourrait convenir. Un cabouteur blanc de 85 mètres de long qui se nomme l'île de Lumière. Un nom prédestiné mais qui ne doit rien au hasard. L'île de Lumière, c'est, figurez-vous, l'autre surnom avec le caillou que l'on donne à la Nouvelle-Calédonie. Cordier accepte, mais à ses conditions. C'est lui le patron. Le commandant du navire sera un de ses hommes, François Herbelin, et les 16 membres d'équipage seront aussi des hommes à lui. Les médecins apporteront les soins et les intellos s'occuperont des médias et de récolter l'argent. Oui, parce qu'à ce moment-là, les caisses de l'association à bateau pour le Vietnam sont encore vides. Mais Cordier y croit, même si l'aventure risque de lui coûter beaucoup d'argent. Parce qu'en affrétant l'île de Lumière à cette seule mission, il perd des contrats. Il perd des contrats de fret classiques et rémunérateurs. Il perd l'exploitation d'un de ses bateaux pour combien de temps à propos? Il sait même pas, mais entre la transformation du navire et le voyage, peut-être 1 an. Et puis, il se méfie un peu de cette bande de gauchistes post-68ard, Kouchner, BHL. L'élite de Saint-Germain-des-Prés, c'est pas sa tasse de thé. Mais Michel Cordier est un homme de cœur. Le hasard fait de lui l'homme providentiel pour aider tous ces gens. Il répond à l'appel. Le 5 février 1979, Bernard Kouchner reçoit un téléx à Paris. C'est bon, on a un bateau. Maintenant, il faut de l'argent. En métropole, des appels aux dons sont diffusés sur les 3 chaînes de télévision. Oui, à l'époque, pour toucher les Français, c'était pas très compliqué. Il n'existait que 3 chaînes. Sur place, un élan de solidarité balaye la Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, on se presse au port pour proposer son aide et apporter des dons. Des générateurs, des casseroles, des vêtements, tout et n'importe quoi. Une femme apporte même un frigo. Des troncs sont disposés dans les commerces pour récolter de l'argent. On monte un gala, des écoliers organisent des quêtes. Au port, les travaux de transformation de l'île de Lumière en navire-hôpital avancent rapidement. Il est équipé de 120 lits, dont 44 pour la pédiatrie, une salle de radiologie, un bloc opératoire, une salle de réanimation et une pharmacie. Le principal hôpital de Nouméa fournit une partie du matériel médical et l'armée française remplit la pharmacie. Tout le monde y va, tout le monde suit. Fin mars, les travaux sont suffisamment avancés et ils seront achevés en mer et à l'escale de Singapour où l'on embarquera encore du matériel venu de France, des médicaments et l'équipe médicale. Donc, dans la nuit du 29 au 30 mars 1979, l'île de Lumière quitte Nouméa.
Au sud de la mer de Chine et du golfe de Thaïlande, à environ 2 heures de bateau de la Malaisie, se trouve une île, l'île de Pulau Bidong. Elle est minuscule, à peine 1 km². Le centre est occupé par une colline couverte d'arbres verts, inhabitables, et entourée de quelques petites plages. Et c'est sur ces plages que se pressent 30 000 réfugiés. 30 000 personnes, adultes, enfants, vieillards, collés les uns aux autres, coincés entre la mer et la forêt, 24 heures sur 24. Ils survivent comme ils peuvent, ils dorment là, en grappes, sales, puants, malades, affamés. Des rations de nourriture et de l'eau arrivent de Malaisie, mais bien peu. Il faut faire 8 heures de queue pour avoir 2 litres d'eau. Et il fait chaud, 30-35 degrés, parfois plus. Et il fait humide, c'est un enfer. Ils sont arrivés là tous parce qu'il n'y a nulle part d'autre où aller. On les refoule de tous les ports, on les chasse de partout, d'Indonésie, de Thaïlande. Les réfugiés y sont déjà trop nombreux, les camps sont pleins. Reste cette île que la Malaisie leur abandonne. Et ils finissent par échouer là, à Pulau Bidong, où ils s'entassent, où ils attendent. Ils ne savent pas quoi attendre, mais ils attendent. Et un jour, l'île de lumière arrive. L'équipage entend de loin une immense clameur venue de cette plage. Des cris, des chants, des hurlements. 30 000 personnes les acclament parce que, enfin, quelqu'un vient. Et l'île de lumière tourne à plein régime. Les médecins, dont Bernard Kouchner, vaccinent à tour de bras. Ils pensent, ils opèrent, ils recollent, ils accouchent. Ils distribuent des médicaments, ils désinfectent les plaies, ils apaisent les brûlures, ils les hydratent, ils nourrissent. Un jour, on amène un type qui a pris une noix de coco sur la tête. Ça a l'air idiot, ça ne l'est pas. Commotion cérébrale, il est dans le coma. Un hématome s'est formé dans le cerveau. Il faut trépaner, ouvrir le crâne pour décongestionner. Le médecin appelle le mécanicien. « T'as une perceuse ?»« Oui. »« Amène-toi avec une mèche de 18. » Et dans la cale de l'île de lumière, par une chaleur de dingue, plus de 40 degrés, ils ont percé le crâne avec une mèche de 18 et ils ont sauvé le type. Face à la réalité de la situation, face au nombre de personnes à soigner, Kouchner, les autres médecins ainsi que l'équipage décident de rester plus longtemps à Pulau Bidong. Ils vont bâtir un hôpital de campagne avec des arbres, un hôpital en bois, et ensuite seulement ils reprendront la mer pour aller sauver le plus de monde possible en mer de Chine. La mission s'annonce plus longue que prévu, et donc plus chère, et donc il faut trouver de l'argent. Bernard Kouchner apparaît à la télévision. L'aventure est suivie par une équipe de la 2e chaîne, Antenne 2 à l'époque. Kouchner est sur le pont du bateau. Il porte un t-shirt moulant, blanc et noir. Il a l'air fatigué, il a les joues creusées, le teint pâle. Il explique aux journalistes qu'ils vont devoir rester 2 mois supplémentaires sur l'île, le temps de construire cet hôpital. Il faut de l'argent pour l'affrètement du bateau, le gasoil, la nourriture. Une journée en mer, c'est environ 15 000 francs. Une adresse postale pour les dons s'affiche à l'écran. Mais il va falloir remuer encore plus de monde. Il faut profiter de l'élan existant pour lancer un mouvement plus vaste. À Paris, c'est le philosophe André Glucksmann qui organise ce qu'il faut bien appeler le plus gros coup marketing de l'époque. En 1979, 2 intellectuels représentent les grands courants de pensée qui s'affrontent. Nous avons Jean-Paul Sartre pour la gauche, compagnon des communistes, et Raymond Aron pour la droite, libéral-démocrate. Les 2 philosophes, écrivains polémistes, se connaissent bien. Ils ont fréquenté ensemble les bancs de l'école normale, et depuis, ils se déchirent. 30 ans que ces 2-là se bagarrent par livres interposés, papier dans la presse, interventions à la télévision et à la radio. La grande idée de Glucksmann, c'est de réunir les 2 monstres pour la cause des boat people. Et il va y parvenir. La photo est historique. Les 2 plus grands intellectuels et ennemis idéologiques du moment se serrent la main sur le perron de l'Élysée. Oui, sur le perron de l'Élysée, car non seulement les 2 hommes s'unissent pour les boat people, mais en plus, ils ont été reçus par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour le pousser à s'engager à accueillir des réfugiés en France. Et l'histoire s'emballe. L'archevêque de Marseille, Monseigneur Etchegaray, lance un appel à la télévision pour que chaque catholique reçoive chez lui au moins un réfugié.
Les partis politiques sont obligés de suivre le mouvement. Le Parti socialiste et le RPR demandent que la France ouvre ses frontières pour accueillir 20 000 personnes. Un mois plus tard, en juillet, un sommet est organisé à Genève. Plusieurs pays, dont la France, s'engagent à accueillir plus de 200 000 réfugiés. Finalement, 130 000 réfugiés, 130 000, viendront en France. À Paolo Bidong, l'hôpital est achevé. L'île de Lumière repart. Il sillonnera la mer de Chine pendant encore 3 mois, allant sur des îlots au large de l'Indonésie pour soigner et sauver les boat people échoués là. Il sera le premier navire occidental à remonter le fleuve Mékong après la chute des Khmers rouges pour apporter des vivres au Cambodge. Ensuite, l'île de Lumière est retournée en Nouvelle-Calédonie. Il a repris ses rotations commerciales dans le Pacifique Sud jusqu'en 1986. Et puis, il a été vendu à Taïwan et démonté et revendu en petits morceaux. Michel Cordier en a sauvé un bout, il a sauvé la cloche. Et Michel Cordier est toujours en vie. Il habite toujours en Nouvelle-Calédonie. La cloche de l'île de Lumière est là, au fond de son jardin. De toute cette histoire, il reste ça. Une cloche, qui se nomme Daniela, car oui, sur les bateaux, les cloches ont des noms. Il reste donc Daniela et les enfants, et les petits-enfants des 130 000 réfugiés accueillis en France. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.